25 mai 2014, c'est la fête des mères. La plupart des communes du district d'Abidjan ont marqué cette date en magnifiant les mamans et bien sûr en leur offrant des cadeaux pour ce jour si spécial. Quel est l'impact de la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue sur son environnement? Le programme des Nations Unies pour l'environnement a été mandaté pour mener une enquête sur le sujet. Le ministre de l'Environnement a procédé à une évaluation à mi-parcours de l'enquête. Inauguration du lycée moderne Essi Amara à Kwasi-Datekro dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Ce lycée porte désormais en hommage à ses actions le nom de ce fils du Zanzan. Deuxième jour du pèlerinage du pape François au Proche-Orient. Il a présidé ce matin une grande messe devant l'église de la Nativité sur la place de la Mangeoire à Bethléem. 10 000 personnes y ont assisté. Je vous souhaite le bonjour. Bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Dans une trentaine de minutes, le magazine du dimanche ouvre une lucarne sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Comment se porte-t-il? Quelles sont les réformes entreprises pour le booster et le rendre plus compétitif? C'est avec le directeur général du CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, que nous allons aborder ces questions. Mais tout d'abord, aujourd'hui, c'est la fête des mères en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays du monde. La date de la fête des mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai. Occasion pour manifester aux mamans amour et reconnaissance par un cadeau, un message ou même une pensée spéciale. Les mamans d'Agboville, elles, ont été célébrées hier par la première dame qui leur a offert de nombreux présents et elles n'ont pas manqué de lui en faire également. Vijanaïma. Quelle maman, quelle femme voulait être en reste de cette fête qui s'annonçait belle et pleine de promesses, et pour cause. Elles étaient toutes là, femmes d'Agboville, mais aussi femmes venues de tout l'Agnébitiassa et même d'autres localités proches, pour se réjouir et savourer le cadeau qui leur était fait de recevoir la visite de la première dame Dominique Ouattara, venue célébrer avec elle toutes les mamans de l'Agnébitiassa. C'est une explosion de joie qui a accueilli la première dame à son arrivée. L'accompagnaient 3 ministres femmes du gouvernement. Les ministres Anou Loto, Kandia Kamara, Afoussiata Bambalamine. Accompagnait aussi la première dame Hortense Akangui, maire de Port-Boué, et des épouses de ministres du gouvernement. Si les femmes de l'Agnébitiassa étaient fortement mobilisées pour recevoir la première dame, le corps préfectoral de la région, les élus, les autorités coutumières étaient tous présents comme pour témoigner de l'adhésion de cette région au président de la République Alassane Ouattara. Ainsi, tour à tour, le maire tout d'abord a fait citoyenne d'honneur la première dame de Côte d'Ivoire. Puis le président du conseil régional qui lui a exprimé la reconnaissance de toute la région pour le choix porté sur elle. À leur tour, le député, le ministre Adama Bictogo, puis la porte-parole des femmes, lui ont traduit la reconnaissance des populations. Madame la Première Dame, votre arrivée ici à Beauville, non seulement au plan historique, est un événement. C'est la première fois qu'une Première Dame vient magnifier la fête des mères avec nos mamans à Beauville. Joie, parce qu'on avait tant espéré vous voir parmi nous. Joie, parce qu'on espérait depuis longtemps vous approcher pour saluer votre dévouement, votre sens du partage et de la solidarité avérée. Joie, parce que notre rêve est devenu réalité tout simplement. Une fête pour célébrer les mamans de l'Agnébitiassa ne pouvait que se dérouler dans la joie d'être ensemble, partageant le même destin de mère et de femme. Occasion aussi de s'offrir des présents. Première de toutes les mamans de Côte d'Ivoire, la première dame s'est vue offrir de nombreux présents par ses enfants et ses sœurs de l'Agnébitiassa. Un acrostiche sous la forme d'un tableau, des tenues traditionnelles à baies et divers objets de la tradition. Ainsi que des produits vivriers du terroir.
De son côté, la première dame est venue avec des dons importants pour ses sœurs, les mamans et femmes de l'Agnébitiassa. Chères sœurs d'Agboville, la fête des mères me donne l'agréable occasion de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous faites chaque jour. Comme vous le savez, j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Pour vous, mes sœurs d'Agboville, nous avons mis 50 millions de francs à votre disposition pour une première tranche du FAFSI. Vous pouvez aller vous inscrire dès demain à la COPEC pour en bénéficier. Et en ce jour spécial, dédié à toutes les mamans, je vous ai apporté 5000 pagnes, des vivres, du matériel de coiffure et de couture pour nos coopératives, ainsi que de l'équipement pour le foyer féminin d'Agboville. J'ai aussi apporté des dons pour mes sœurs admises dans nos hôpitaux. À vous toutes, chères sœurs, je voudrais souhaiter une excellente fête des mères. Des dons en nature et en espèces pour un montant total de 100 millions de francs. Au terme de la cérémonie, la première dame s'est rendue à la maternité pour saluer les mamans en nouvelle accouchée et leur souhaiter bonne fête, maman. Et plusieurs communes du district d'Abidjan ont également célébré leur maman. Elles ont été magnifiées ce jour et elles ont aussi reçu des cadeaux. Grâce Kando. La mère, socle de la vie, est célébrée chaque année dans le monde entier. Elle joue un rôle important dans la société. En hommage aux mères, le premier magistrat de la commune de Trècheville a communié avec les femmes en leur offrant 1500 cadeaux d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est un jour qui leur est dédié. Nous leur disons, oubliez toutes nos fautes, oubliez tout ce que nous avons pu vous faire de mal et regardez la joie qui nous anime aujourd'hui, la joie qui nous pousse à vous dire bonne fête maman. Dans les hôpitaux aujourd'hui, dans les maternités, nous souffrons. Avant d'avoir un bébé, vraiment la femme pousse un cri fort pour pouvoir atteindre le but de sa satisfaction. Donc vraiment, on devait normalement respecter la femme. La fête des mères est également célébrée dans la commune de Koumassi. Les femmes du Zanzan ont aussi commémoré l'événement à travers des danses du terroir. Une femme, ce n'est pas seulement rester à la maison. Une femme doit se battre, une femme doit se prendre en charge. Veiller sur les enfants pour que les enfants évoluent. Pour le maire de Koumassi, Ndoye Raymond, cette fête des mères a tout son sens. Koumassi a retrouvé son rythme normal de vie et la femme reprend sa place dans la société. Nous voudrions souhaiter donc bonne fête à toutes les mamans. Fête des mères, célébrée également dans la commune du Plateau. Le maire Noël Akossi Benjo honore 1500 mères. Au menu, remise de cadeaux aux mamans et prestations d'artistes. L'association des femmes unies de Makoressi-Koji n'a pas voulu rester en marge de cette fête des mères. Célébration placée sous le signe de la réconciliation et de la paix. Les femmes qui sont ensemble ici avec nous, avant ne se parlaient pas. Il y en a même, on a mis les femmes ensemble pour donner nous la main, pour qu'on ait la force pour faire réconciliation. On a vraiment besoin de ça. La fondation MODEP, Mouvement des enfants de Port-Boué, a aussi fêté les mamans. La fondation a rendu hommage aux mères pour toutes les actions qu'elles mènent pour l'épanouissement de la famille. Quand il y a la stabilité dans la plus petite cellule sociale qu'est la famille, évidemment, la paix communautaire s'enclenche et le développement suit. Il n'y a pas de développement sans stabilité. Le mot de base que je leur donne, c'est la paix au sein de la famille. Je dirais à ma maman, bonne fête maman, et merci de m'avoir crié, de rester à mes soins pendant tout ce temps. Et les enfants nous célèbrent aujourd'hui, vraiment c'est une fierté pour nous d'avoir des enfants. Rendez-vous est donc pris pour la fête des mères 2015. Le consortium EPC, spécialiste de l'énergie renouvelable, offre une mi-centrale solaire à l'université Nangui-Abrogwa. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rencontré les responsables de ce consortium et ensuite une délégation franco-ivoirienne présente en Côte d'Ivoire pour une rencontre sur la cancérologie à Boussanogo. Le consortium EPC, reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, donateur de la mi-centrale solaire de l'université Nangui-Abrogwa, la délégation du consortium est venue offrir à la Côte d'Ivoire une unité pilote de centrale d'énergie renouvelable. Elle était conduite par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable,
Rémi Alakwadio. Au-delà de cette unité pilote qui nous permet aussi de faire la recherche et d'instruire nos étudiants, nous pensons qu'il est temps que la Côte d'Ivoire puisse se mettre à l'énergie renouvelable, notamment au niveau de nos villages qui sont éloignés. Le ministère de l'Énergie a déjà un programme par rapport à cela. Et ce consortium est donc venu présenter les possibilités à M. le Premier ministre en attendant que des activités concrètes puissent être menées. Après le consortium EPC, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec une délégation franco-ivoirienne présente en Côte d'Ivoire dans le cadre du premier symposium franco-ivoirien de cancérologie. Cette délégation était conduite par le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Kofi Goudou. Nous allons ensemble œuvrer pour améliorer les rapports en cancérologie, la formation, l'enseignement et la recherche. Et nous espérons que nos collaborations seront pérennes et voir se développer ce type de partenariat et ces symposiums scientifiques pour que tous les patients ivoiriens, les médecins ivoiriens, les médecins français puissent avancer ensemble pour lutter contre le cancer. Quelle cancérologie pour demain en Côte d'Ivoire? Tel est le thème du premier symposium franco-ivoirien de cancérologie qui se tient à Abidjan. Quel est l'impact de la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a vécue sur son environnement? Le programme des Nations Unies pour l'environnement a été mandaté pour mener une enquête sur le sujet. Le ministre de l'Environnement a procédé à une évaluation de l'enquête à mi-parcours. Herman Niamia. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien a demandé au programme des Nations Unies pour l'environnement de faire une évaluation post-conflit de l'impact de la décennie de crise sur l'environnement. Cette évaluation, qui se veut multisectorielle, multidimensionnelle, est en cours de finalisation. Cette rencontre a donc pour objectif de présenter le rapport à mi-parcours au ministre Alakwadio Rémi pour des éventuelles observations. La Côte d'Ivoire a connu une bonne dizaine, voire une douzaine d'années de crise. Forcément, cela a des impacts sur l'environnement. Nous sommes à un rapport du TAP. Ils sont venus donc partager avec nous les premiers constats, les premières conclusions, parce qu'il s'agit que nous ayons un document qui soit consensuel, puisque ce document sera un document de référence qui pourra donc nous aider à bâtir nos stratégies par rapport au futur. L'évaluation environnementale post-conflit, selon les experts, a débuté il y a plus d'une année. NEP has been conducting this post-conflict assessment. Nous avons pu depuis réaliser toutes les analyses nécessaires en laboratoire, ainsi que toutes les analyses cartographiques, etc. Donc tous ces travaux-là sont terminés. Nous sommes actuellement au stade de la finalisation du rapport et tout s'est bien déroulé jusqu'à maintenant. Outre la Côte d'Ivoire qui a commandité l'enquête, le document final sera également présenté à Genève. Il va servir aussi de document de référence pour les autres pays qui sortent des crises. La préservation de la biodiversité génétique, la protection des connaissances traditionnelles associées, tels sont les objectifs du protocole dénommé Nagoya. Les populations riveraines du parc national de la Taï ont été instruites sur ce protocole. Honorine Anigori. Pour le préfet de la région de la Nawa, Ali Kwadjo, les communautés locales et les tradipraticiens sont les acteurs clés de la conservation de la biodiversité. Ces derniers étant moins imprégnés des enjeux et défis du protocole de Nagoya, il importe donc de les informer et de les sensibiliser pour leur implication effective, gage d'un succès certain de la mise en œuvre du protocole. Amari Kofi, point focal de l'APA, partage des avantages, a expliqué que le projet comprend 3 activités. Il s'agit de l'élaboration d'une stratégie, les activités de sensibilisation et le diagnostic de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Les populations riveraines du parc national de Taï et des communautés venues de Boaké et de Divo, notamment des tradipraticiens, ont au cours de cet atelier été sensibilisés sur leur rôle crucial dans la préservation de la biodiversité et la nécessité de vulgariser le protocole. Des travaux en atelier ont permis aux participants d'échanger les rôles des communautés locales dans la gestion des ressources génétiques et les stratégies en vue de la protection des ressources génétiques. Parlons économie. Comment résoudre les difficultés d'accès à l'information et au crédit bancaire? Comment booster le taux de bancarisation dans les pays africains? La 6e édition de Africa Banking Forum, le salon des innovations technologiques en matière de banque, se propose de répondre à toutes ces questions. Bertrand Nguessan, Adama Koné.
260 participants en provenance de 16 pays prennent part à la 6e édition de Africa Banking Forum. Au cours de ces assises, pouvoirs publics, partenaires au développement et professionnels des banques et établissements financiers abordent les questions liées aux difficultés d'accès à l'information et au crédit bancaire. C'est que l'on note un très faible taux de bancarisation dans l'espace UEMOA. En Côte d'Ivoire, seulement 14 personnes sur 100 disposent de comptes bancaires. Il est important que la banque arrive auprès à la fois de la population pour lui permettre d'accéder à ces services, mais également que la banque accompagne les entreprises. Une entreprise ne peut pas s'autofinancer, elle a besoin bien sûr d'avoir un apport personnel, mais bien sûr que c'est le système bancaire et c'est sa fonction première doit accompagner le développement de l'économie. Comment l'innovation technologique peut-elle contribuer au développement des services et produits bancaires en Afrique? Telle est la principale préoccupation à laquelle les participants doivent répondre. Nous avons de bons espoirs avec le développement des nouvelles technologies de l'information au service du système bancaire. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de taux de bancarisation élargi avec l'apport de la microfinance. Nous sommes déjà à des niveaux relativement plus significatifs de 21%. Mise en place de systèmes d'information pouvant contribuer à lutter contre la criminalité financière, réduction des différents impôts et taxes, développement accru des comptes virtuels sont entre autres les solutions à envisager selon les panélistes. Et cette page économie va se poursuivre tout à l'heure avec le directeur général du CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Le projet de construction et de réhabilitation des marchés entre bientôt dans sa phase active. Le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire a rencontré les partenaires techniques et économiques impliqués dans sa réalisation. Il s'agit pour ces commerçants d'appuyer les actions du gouvernement afin d'améliorer leurs conditions de travail et en même temps réorganiser leur domaine d'activité. Godefroy Okambawa, Laetitia Manglé. Insuffisance de place dans les marchés, manque d'espace disponible pour construire de nouveaux marchés, ce sont là quelques-unes des difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants de Côte d'Ivoire au quotidien. Pour y remédier, le Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire lance la construction de nouveaux marchés et la réhabilitation d'anciens centres d'affaires jugés obsolètes. L'opération fait suite aux études de faisabilité menées par des experts techniques et les partenaires du CFCCI. On commence par la commune de Yopougon parce que ici la masse des commerçants est très élevée. Nous avons en phase pilote 14 marchés sur Abidjan déjà et puis après nous progressons directement à l'intérieur du pays. On a globalement en tout pour tout plus de 200 marchés à construire. Ça nous fait un grand plaisir et un très grand honneur de participer dans la reconstruction de ce pays et d'assurer qu'il soit le président de la République, qu'il soit la population ivoirienne et surtout le Conseil fédéral des commerçants avec son président que nous allons faire notre mieux pour la progrès et le développement de ce pays. Lamine Ouattara, président du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire, entend à travers cette opération de construction et de réhabilitation de marché accompagner les actions du gouvernement pour créer des conditions favorables à l'exercice du commerce en Côte d'Ivoire. Il souhaite également aider les commerçants à bénéficier d'une couverture sociale, notamment l'assurance maladie. Le premier symposium franco-ivoirien de cancérologie s'est tenu hier à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le renforcement de la lutte contre le cancer en est l'objectif principal. Une dizaine de pays francophones d'Afrique ont pris part à la rencontre. Déborah Olapadé, Grace Kando. Le cancer est une maladie qui fait de nombreuses victimes dans le monde. La Côte d'Ivoire a enregistré plus de 12 000 cas en 2012. Le cancer épuise financièrement ses victimes, sa prise en charge étant coûteuse. Il est envisagé la réduction des coûts des médicaments pour les rendre plus accessibles aux populations. Le cancer est devenu un véritable problème de santé publique dans le monde, et particulièrement en Afrique en raison, entre autres, du jeune âge des populations atteintes, des stades tardifs au diagnostic et des difficultés d'accès aux traitements anticancéreux. Pour contribuer au renforcement de la lutte contre cette maladie en Côte d'Ivoire,
Un symposium a été organisé ce 24 mai. Thème des échanges, quelle cancérologie pour demain en Côte d'Ivoire. L'objectif était de faire connaître les innovations, de permettre de nouer des possibilités de partenariat afin de pouvoir former les acteurs de la lutte et être accompagnés par nos autorités pour mettre en place ce qu'il nous faut pour améliorer la prise en charge des cancers en Côte d'Ivoire. Conférences, débats, visites de stands et conseils ont meublé ce premier symposium franco-ivoirien de cancérologie. Le lycée moderne de Kwasi Datekro, c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, s'appelle désormais lycée Essi Amara. Il a ainsi été rebaptisé en hommage à ce fils du Zanzan, Thérèse Yoboué. Kwasi Datekro, localité de la région du Zanzan. Le lycée municipal de la ville a changé de nom. Il s'appelle désormais lycée municipal Essi Amara. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage à ce digne fils du Zanzan. Modèle pour la jeunesse, grand rassembleur, un symbole, des mots forts mis en relief par toutes les personnalités intervenues au cours de cette cérémonie. Le ministre Kwasi Adjoumani a demandé à Essi Amara de continuer son travail de guide pour la région du Zanzan, mais également pour toute la Côte d'Ivoire. L'ensemble des chefs, le grand imam, vous ont confié le Zanzan. Et vous avez fait preuve de grandeur d'esprit en étant vraiment un digne fils du Zanzan. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Zanzan. Des amis, des anciens collaborateurs d'Essi Amara ont aussi insisté sur la rigueur de l'homme dans l'exercice de ses fonctions. Le parrain s'est dit ému pour l'honneur qui lui a été fait. À ses filleuls du lycée municipal qui porte désormais son nom, Essi Amara a demandé le sérieux, l'abnégation, afin que le peuple béni poursuive son essor avec le président Alassane Ouattara. Des cours de renforcement totalement gratuits pour les élèves en classe d'examen dans le Tongpi. Les enseignants du Rassemblement des enseignants républicains s'engagent ainsi à relever le niveau dans cette zone fortement touchée par la crise post-électorale. Thérèse Yoboué. Durant la période de crise, le secteur de l'éducation a été fortement touché. Une situation qui a sérieusement affecté les résultats scolaires. Dans la région de Mans, par exemple, le taux de réussite au bac en 2011 était de 9% et seulement 7% au BEPC. Face à cette situation, les enseignants de Mans regroupés au sein du Rassemblement des Républicains ont décidé d'agir afin d'améliorer les résultats scolaires dans la région. Des cours de renforcement gratuits ont été initiés au profit des élèves en classe d'examen, à savoir les candidats au CEP, BEPC et BAC. 2 ans après cette initiative, les résultats sont jugés positifs. Les constats d'abord de 2011 nous ont permis de comprendre que les taux de réussite ici étaient très faibles. Et avec ces cours que nous avons commencé, nous avons initié depuis maintenant 3 ans, nous nous sommes rendus compte que les taux de réussite, en tout cas, sont trouvés boostés. Cette année encore, les candidats aux différents examens reçoivent les cours de renforcement gratuits. L'objectif est de hisser la région de Mans au rang des meilleurs au plan de l'éducation nationale. L'adhésion des acteurs du système éducatif est bien réelle. Plusieurs enseignants de la commune de Mans sont engagés dans ce bénévolat. Un acte citoyen qui leur permettra d'assister ainsi les populations rendues vulnérables du fait des crises successives dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le pape François en pèlerinage dans le Proche-Orient. Il est arrivé ce dimanche matin à Bethléem, le lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne. Il a été accueilli par le président palestinien Mahmoud Abbas dans une ville pavoisée en son honneur. Le pape a présidé une grande messe devant l'église de la Nativité pour près de 10 000 privilégiés qui ont reçu des invitations. Et c'est un pèlerinage qui garde des connotations fortement politiques. Au Mali, un accord de cessez-le-feu a été signé entre Bamako et les 3 principaux groupes armés du nord du pays. Ce sont eux qui contrôlent la ville de Kidal et ce cessez-le-feu est le fruit des discussions avec le président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdel Aziz.
3 mois après la fuite de Viktor Yanukovych, l'heure est aux élections présidentielles en Ukraine. Plus de 36 millions d'électeurs ont commencé à voter ce matin même, mais dans l'est du pays, peu de bureaux de vote ont ouvert leurs portes. Le nouveau président aura la lourde tâche de sortir le pays de la crise actuelle. Autre élection, ce dimanche, les Européens votent dans la plupart des États membres. 380 millions d'électeurs vont non seulement désigner leurs représentants au Parlement européen, mais ils vont choisir entre plus ou moins d'Europe, c'est-à-dire une Europe plus libérale, ouverte sur le monde, ou une Europe plus solidaire, attentive au développement des pays du Sud. Les résultats vont être connus aujourd'hui même en fin de soirée. Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud depuis 2009, a été investi hier samedi pour un nouveau mandat. Il a prêté serment en présence de nombreux chefs d'État, de gouvernement et de parlement d'une quarantaine de pays africains et 4500 personnalités invitées. Les images. 4500 invités, dont de nombreux chefs d'État africains, pour assister à la prestation de serment de Jacob Zuma. Président de l'Afrique du Sud depuis 2009, il a été officiellement investi samedi pour un second mandat. Un mandat qui sera, a-t-il promis, synonyme d'une transformation socio-économique radicale de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma avait été reconduit mercredi par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 7 mai. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de réforme de l'environnement des affaires. Le pays a été classé parmi le top 10 des pays les plus réformateurs du monde. Qu'est-ce qui a été fait pour arriver à ce stade? Qu'est-ce qui reste encore à faire pour plus de performances? Pour répondre à ces questions, le directeur général du CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, est avec nous. Bonjour, monsieur Essis Esmel. Bonjour, madame. Alors, je le disais, la Côte d'Ivoire est classée dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde. Qu'est-ce que cela implique et quel est le chemin qui a été parcouru pour en arriver là aujourd'hui? Je vous remercie. C'est le résultat en fait d'une vision partagée du chef de l'État de faire de ce pays un pays émergent. Et de quelle vision l'État a établi donc un plan national de développement qui fait du secteur privé le moteur de la croissance économique. Et partant de là, le gouvernement s'est engagé dans un ensemble de réformes de l'environnement des affaires, de sorte à pouvoir permettre au secteur privé d'exercer son activité de manière sécurisée, de manière sécurisante et rentabiliser donc ses investissements. C'est de cette démarche, je dis, que résulte cette action menée sous la coordination de son Excellence Monsieur le Premier ministre depuis 2 ans, pour, dans le cadre de ce référentiel Doing Business, apporter des réformes. Et c'est ce qui aboutit aujourd'hui à ces résultats que vous avez tantôt annoncés. Et quelles sont ces principales réformes? Ces réformes, je dirais, portent sur l'ensemble. Le Doing Business est un référentiel qui permet de comparer des économies au niveau mondial et donc qui s'établit sur 10 indicateurs qui retracent l'activité économique de l'entreprise depuis la création jusqu'à sa cessation d'activité. Et donc, au niveau de ces différents indicateurs, il y a des réformes à indiquer pour principalement réduire les délais, réduire les procédures et réduire les coûts, de sorte à faciliter l'exercice donc de l'activité industrielle ou commerciale donc de l'investisseur. Alvaro Assa s'est intéressé à ces réformes. Nous allons suivre son reportage et revenir tout de suite après. 14 nouvelles réformes réalisées en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Ces réformes portent sur les indicateurs tels que la création d'entreprises, le transfert de propriété, l'octroi du permis de construire et le raccordement à l'électricité. Le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Esmel Emmanuel Essis, a présenté ces nouvelles réformes du Doing Business aux acteurs du secteur privé. Des échanges leur ont ensuite permis de cerner les conditions qui régissent les activités des entreprises. Toutes ces dispositions visent à réduire les procédures, délais et coûts des actes économiques, ainsi qu'à faciliter et sécuriser les formalités relatives aux investissements privés. J'avoue que le travail qui a été abattu par le CEPICI est un travail exemplaire. Ce serait de quoi pouvoir attirer beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. C'est ce que attendent toutes les entreprises, sinon les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. C'est une innovation, c'est une première en Côte d'Ivoire, de permettre à ce que les jeunes Ivoiriens
puissent aujourd'hui venir créer des entreprises à moindre coût. Grâce aux efforts accomplis, la Côte d'Ivoire figure dans le top 10 des pays réformateurs. Le programme de réforme structurelle et sectorielle de l'environnement des affaires est entrepris depuis 2013 par le gouvernement ivoirien dans le cadre du programme Doing Business de la Banque mondiale. Monsieur le directeur général du CPC, on le sait donc, le délai a été considérablement réduit pour créer une entreprise, les coûts aussi. Alors, à combien est-ce qu'on peut estimer maintenant le coût pour créer son entreprise en Côte d'Ivoire dans les 24 heures qui ont été imparties? Comme vous l'avez dit aujourd'hui, créer une entreprise en Côte d'Ivoire de type SARL nécessite 24 heures, c'est-à-dire une journée au guichet unique du CPC et ne coûte guère que 15 000 francs CFA. Je répète bien, 15 000 francs CFA. Et comment cela a-t-il été possible? Parce qu'un ensemble de dispositions ont été prises par l'État, dispositions réglementaires. D'abord, la première des dispositions, c'est donc la levée de l'obligation chez le notaire. Deuxième disposition, c'est donc la levée du capital minimum de 1 million de francs CFA. Troisième obligation, c'est la défiscalisation des coûts de création, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit d'enregistrement et de droit de timbre sur les statuts et les DNSV comme initialement il existait. Et puis troisième élément, c'est la publication sur le site internet du CPC des avis de création, pour éviter donc de payer 15 000 francs comme il se faisait jusqu'aujourd'hui. Donc au total, créer une entreprise en Côte d'Ivoire coûte 15 000 francs CFA et cela se fait en 24 heures au CPC. Et des réformes ont également été réalisées pour l'obtention du permis de construire. On était à près d'1 an, et bien on est passé à moins de 3 mois. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la procédure? Alors je veux simplement noter que toutes ces réformes dont on parle ont fait l'objet de travail entre les administrations, entre le secteur privé, entre nos partenaires, et c'est le résultat de ce travail qui se formule donc en réformes prises donc par des textes pour les supporter par les ministères concernés. Et donc, dans ce cadre du permis de construire, effectivement, nous sommes passés de 375 jours à 87 jours aujourd'hui. C'est une réalité. Et ce que nous demandons, c'est que nos populations nous mettent à l'épreuve à utiliser ces services, de sorte à ce que nous puissions, sur le terrain, pouvoir observer ces règles. Le gouvernement a fait sa part, il appartient donc aux utilisateurs de pouvoir remonter les difficultés d'application, de sorte à ce qu'on puisse corriger les tirs. Et avant cette réforme, c'était obligatoire de passer devant le notaire pour la rédaction des statuts. Maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que cette mesure ne va pas jouer sur la fiabilité, on va dire, de ces contrats? Non, beaucoup de pays dans le monde le font, donc ce n'est pas une innovation pour la Côte d'Ivoire. Simplement, nous allons dans le sens, le fait de ne pas passer sur le notaire pour des types de sociétés, on dit bien c'est des types de sociétés commerciales, ne porte en rien, je veux dire, sur la crédibilité de la chose. Le plus important, c'est qu'on donne la responsabilité au créateur d'entreprise d'être fiable dans ce qu'il fait. Voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est l'acte économique qui compte. Et dans tous les cas, pour ceux qui n'auraient pas respecté, je veux dire, ces dispositions, se feront rattraper plus tard. Parce que lorsque vous créez votre entreprise au CPC, vous êtes déclaré aux impôts. Donc les impôts vous ont déjà pisté et toute anomalie sera donc détectée en conséquence. Et il y a une nouveauté, donc la publication de ces créations d'entreprises en ligne et gratuitement. Comment cela se passe-t-il? Lorsque nous créons donc l'entreprise chez nous en 24 heures, dès la création de l'entreprise, nous publions directement sur le site internet. Donc le créateur n'a qu'à aller sur nos sites internet, cliquer donc sur l'onglet qui donne consultation des avis, des annonces légales, et donc accéder donc à sa fiche de création, l'imprimer et continuer donc ces différentes formalités. Et les frais administratifs, monsieur le directeur général, pour enregistrer une propriété au registre foncier, ils sont passés de 10% en 2012 à 6% en 2014. Quelle autre facilité dans ce domaine? Alors à ce niveau, donc, il y a eu deux grandes réformes. La première, c'est la fusion donc, de l'enregistrement et de la publication en une seule procédure, qui est valable depuis le 8 janvier 2014, ce qui nous a permis de réduire de moitié le délai. Et la deuxième réforme, ça consistait pour l'État de réduire le taux d'enregistrement de sorte à pouvoir susciter plus de déclarations aux bonnes valeurs de nos cessions de patrimoine immobilier. Cela a l'avantage de pouvoir renforcer le capital immobilier de nos concitoyens et de permettre une meilleure traçabilité, je veux dire, de nos transactions. Et effectivement, nous sommes passés donc de 10% à 7% l'année dernière et cette année, le gouvernement a consenti de réduire donc à 6%. Après ces procédures-là, donc, pour avoir l'électricité dans un entrepôt commercial ou industriel, les procédures ont changé, c'est ça, les délais aussi ont été raccourcis?
Une fois de plus, là, sous la houlette donc, du ministère de l'Énergie, les différents acteurs ont été réunis autour d'une table. Chacun s'est engagé. Certaines documentations ont été supprimées, certaines étapes ont été supprimées. Et nous sommes arrivés donc effectivement à 28 jours pour pouvoir avoir l'accès à l'électricité pour une entreprise qui requiert donc 160 kVA de puissance électrique pour son usine. Et le développement de l'entrepreneuriat national passe aussi par les jeunes, par les femmes. On va dire ces tranches qui sont très souvent défavorisées. Qu'est-ce qui est fait pour ces personnes? Mais vous savez, déjà créer une entreprise avec 15 000 francs CFA, je crois que c'est à la portée de tous. Et c'est le signal fort, je crois, que le gouvernement veut donner à la jeunesse et aux femmes aujourd'hui de pouvoir venir du secteur informel, rentrer dans le secteur formel. Et d'autres dispositions, bien sûr, prises par le gouvernement vont s'accompagner. On a entendu parler déjà du programme Phoenix qui est en cours, qui va encadrer donc la réussite de la PME. Mais aujourd'hui, pour l'heure, c'est qu'on donne la possibilité aujourd'hui aux créateurs de pouvoir réaliser à des coûts de moindre, dans des temps très réduits, leur rêve de posséder une entreprise en Côte d'Ivoire. Après avoir donc facilité toutes ces procédures, est-ce qu'il y a un accompagnement, on va dire, pour s'assurer de la viabilité un peu de ces entreprises-là? Alors, ce qui concerne donc le CPC, nous mettons en place un dispositif, d'ailleurs avec les acteurs nationaux, de sorte à pouvoir suivre l'après-création. Parce qu'il est important de pouvoir suivre après la création, de sorte à pouvoir évaluer les différents mots qui peut-être constituent des freins à leur développement. Mais à côté de cela, le gouvernement même mettra en place des programmes qui vont permettre d'encadrer ces PME, d'encadrer ces créations d'entreprises, de sorte à permettre à ces PME demain de pouvoir être de grandes entreprises. Et c'est ça l'objectif que poursuit le gouvernement. Je rappelle que nous sommes avec M. Essis Esmel Emmanuel, directeur général du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le directeur général, si on vous demandait de nous faire un point bref de la situation du monde des affaires en Côte d'Ivoire, quel serait-il? Je dirais que depuis 2 ans, comme vous le constatez vous-même, sous la houlette donc de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'activité va, l'environnement s'améliore, il faut le constater, et les choses bougent. Alors, les réformes ne sont pas faites seulement pour les grandes entreprises, c'est fait aussi pour l'entrepreneuriat local, c'est fait aussi pour le national. Et il faudrait donc que nos populations viennent à l'information, viennent s'enquérir de ce qui a changé dans les procédures administratives, de sorte à pouvoir mettre à l'épreuve les administrations et permettre justement sur le terrain de pouvoir avoir le bénéfice des actions. Donc je lance un appel à nos jeunes, à nos femmes, à la population, de venir au CPC, avoir ces informations et sur le terrain de pouvoir remonter à chaque fois qu'il y a des difficultés, de pouvoir nous remonter ces difficultés de sorte à ce qu'on puisse les améliorer. Mais la Côte d'Ivoire est sur le chemin de cette émergence et je dirais pour conclure que l'environnement des affaires est l'élément clé, je veux dire, de l'attraction de l'investissement privé, surtout en Côte d'Ivoire, et du développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Merci, M. Essis Esmel Emmanuel, directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC. Nous retenons de votre intervention que le climat des affaires s'est nettement amélioré en Côte d'Ivoire, principalement grâce à des conditions souples et attractives. Il est désormais bien plus aisé de créer son entreprise et faire des affaires sur le sol ivoirien. Merci, M. Essis. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellent dimanche et très bonne fête à toutes les mamans sur RTI 1. Eh bien, je suis la voix du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui souhaite une très bonne fête à toutes les mamans avec cette rose. Restez sur RTI 1.